Voici à présent la seconde intervention et le speaker qui suit. Rabah Hashishi, directeur technique, stratégie, consultant senior cybersécurité, auditeur chez ACG. Une expérience avant de partir en France de 15 ans ici en Algérie, dans une multinationale banque installée en Algérie. Préparer l'entreprise algérienne à la conformité aux exigences cybersécurité et protection de données du marché international, thématique qui va nous la développer. Monsieur Hashishi, à vous la parole. Merci Ahmed, bonjour tout le monde. Un sujet bien particulier, un titre quand même assez long. On parle de l'entreprise algérienne, on parle de conformité, on parle de cybersécurité, de résilience, et on parle également de protection de données. Tout ce qu'on s'applique à nous-mêmes dans un contexte local, par exemple en Algérie, l'entreprise algérienne doit s'adapter, doit se l'appliquer dans d'autres types de contextes. Et en changeant le contexte, les règles peuvent changer, auquel cas elle doit s'y adapter et s'y préparer. C'est pour ça qu'on parle de préparation pour aller à l'international. De plus en plus, on entend parler des entreprises algériennes qui vont à l'international. Il y a une banque au Sénégal. J'ai entendu ce matin qu'il y aurait bientôt une autre banque en Mauritanie. Les compagnies aériennes sont automatiquement, bien évidemment, à l'international. D'autres entreprises travaillent, que ce soit en direct avec des filiales ou en sous-traitance avec l'international. On s'est toujours habitué à s'organiser pour se sécuriser, pour être résilient sur le marché algérien. Il faut l'être également à l'international et en prenant en compte un contexte particulier, le contexte du territoire où on peut exercer, mais également des risques particuliers, puisqu'on va voir que les menaces ne sont pas forcément les mêmes. Ça se fait par une approche par les risques, c'est ce qu'on verra par la suite, et on donnera quelques exemples de quelques référentiels qui sont appliqués et qui s'adaptent à différents contextes, la contextualisation d'un standard, d'une norme, d'une réglementation, le principe d'amélioration continue, c'est tout ce qu'on verra dans cette présentation. La transformation digitale. La transformation digitale, on en a parlé hier, donc cette fois, c'est la transformation transfrontalière, la mondialisation. Aujourd'hui, on n'a pas de limite. Aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde à part, on vit sur Terre. Et l'économie internationale nous impacte directement ou indirectement. Donc les entreprises doivent se préparer à se conformer aux règles, à s'adapter à un contexte particulier et à des marchés particuliers sur lesquels nous sommes tenus d'y aller et on n'aura pas d'autre choix par rapport à ça. Donc les règles applicables ne sont pas les mêmes, donc ils peuvent varier en fonction d'abord du domaine d'activité, avec des standards métiers par exemple, ICDSS dans le domaine bancaire, ou d'autres types de standards dans d'autres domaines d'activité, mais les règles applicables et les exigences peuvent également évoluer en fonction des territoires, des pays, des réglementations applicables à l'entreprise qui envisage de commercer sur d'autres territoires. Donc, par rapport à ça, l'entreprise doit assurer de la cybersécurité pour ses activités, doit également se protéger, doit être résiliente, doit faire de la cybersécurité, mais doit respecter également pas mal de règles. De multiples menaces peuvent apparaître sur ce genre de marché. La fuite et le vol des données. Le vol, quand on parle de vol de données, ça peut être de l'information qui a de la valeur pour l'entreprise, ça peut être du savoir-faire, ça peut être des données sensibles, etc. La cybercriminalité qui ne connaît pas de limites, qui ne connaît pas de frontières. Donc en allant à l'international, on est automatiquement plus exposé à la cybercriminalité. L'erreur humaine, on n'a peut-être pas les mêmes standards, on n'a peut-être pas les mêmes réflexes, on n'a pas fait les mêmes formations. Les évolutions culturelles, l'entreprise est obligée aussi de s'y adapter. Les failles de sécurité, quand on parle de failles de sécurité, ça peut être des vulnérabilités techniques, mais aussi des vulnérabilités organisationnelles et administratives. Les risques juridiques, on est sur des territoires avec des lois applicables qui sont différentes de celles habituelles. Donc les risques juridiques doivent être anticipés
Et là, les risques juridiques ne concernent pas que la cybersécurité, concernent le droit du travail, concernent tout type de réglementation business, etc. Manipulation, deepfake, etc., vol d'informations, sabotage, on peut avoir plusieurs types de menaces que l'entreprise peut rencontrer. On était sur des schémas de château fort, où on parlait de protection au sein de nos locaux, au sein de nos data centers. On avait nos systèmes d'information qui n'étaient pas forcément ouverts à l'externe. Aujourd'hui, les limites sont en train de sauter, les frontières sont en train de sauter. De plus en plus, les gens partent sur le cloud, les gens bougent en termes de territoire, etc. Aujourd'hui, un système client-serveur peut utiliser une adresse juste à quelques mètres, comme elle peut l'utiliser dans l'autre côté du monde. Le système ne connaît pas de limite. Le principe de château fort, c'est aussi une sécurité reposant sur une défense périmétrique. On se protège, on s'enferme. Et le principe de château fort, c'est un management de sécurité basé sur la conformité locale, etc. Mais on évolue, on mute, on parle de mutation. Donc l'entreprise algérienne doit s'adapter justement à cette mutation parce qu'on devient un hub, un aéroport, où notre système d'information est automatiquement ouvert, réparti, avec des architectures réparties qui deviennent incontournables, une approche de sécurité basée sur l'actif qui peut être tangible ou intangible, qui peut être juste à côté de nous ou sur le cloud, qui peut être sur une architecture répartie, donc qui peut être peut-être sur plusieurs territoires, une sécurité proactive, adaptative, et là, on parlera plus tard du risk management. Donc on doit s'adapter. On parlera du risk management, l'anticipation sur les scénarios de risque, mais également l'anticipation sur la détection. Plutôt on détecte, mieux on répond, et bien sûr l'anticipation sur les plans de réponse et tout ce qui est gestion d'incidents, etc. Donc nous devons changer de mentalité, même si on n'est pas encore sur des marchés internationaux, même si l'entreprise n'est pas encore sur des marchés internationaux ouverts, le principe de château fort est en train de sauter automatiquement. On passe vers un autre schéma. On va beaucoup parler de cybersécurité, mais on va utiliser un terme particulier qui est la cyber-résilience. La cyber-résilience, c'est tout simplement la capacité d'un système informatique, d'un système qui alimente le business, qui est une fonction support pour le business, à se remettre rapidement et efficacement, à atteindre les objectifs, continuer à faire du business, continuer à prendre du risque pour créer de la valeur et atteindre les objectifs, tout en maîtrisant nos risques. On ne parle pas d'élimination de risque, parce que l'élimination de risque, c'est tout simplement l'option de refus de risque, mais on parle de maîtrise du risque. La maîtrise du risque, c'est aussi accepter un niveau de risque acceptable que le management de l'entreprise doit définir. Comment on fait cela? La cyber-résilience veut dire quoi? Elle veut dire tout simplement des mesures préventives pour réduire les risques en amont, avant que l'incident se produise. Le risque étant défini comme un incident potentiel par défaut, et ça passe par du risk management tout simplement. L'approche par les risques, elle est obligatoire dans une cyber-résilience. On doit avoir des processus de risk management, on doit évaluer nos risques, on doit identifier tout d'abord nos risques, identifier les actifs, faire des inventaires de nos actifs. Et quand on parle d'inventaire d'actifs, on parle souvent d'actifs informatiques, mais derrière, il y a tout ce qui est actif processus. Actif processus, c'est les activités métiers. La valorisation de l'actif, la valeur de l'actif, quand on parle de la valeur de l'actif, ce n'est pas la valeur d'achat du serveur, c'est la valeur du service que ce serveur sert. C'est la valeur héritée par la criticité. Donc il y a un principe d'héritage de criticité. Donc par rapport à cela, on va prioriser nos risques, parce qu'on ne pourra jamais traiter tous nos risques, pour essayer de les ramener à un niveau jugé acceptable. On met en place ensuite, on passe à, une fois que les mesures préventives sont mises en œuvre, on passe à des mesures tout d'abord de détection, de monitoring pour anticiper. L'incident management, c'est tout simplement de l'anticipation. Plus tôt on anticipe, plus tôt on voit venir l'événement qui peut devenir un incident, mieux on peut répondre et mieux on peut atteindre nos objectifs, notamment RTO, RPO. Ensuite, les plans de réponse. Comment répondre, comment confiner, comment répondre, lancer des plans de réponse, c'est la gestion des incidents. Vous voyez bien que la gestion des incidents vient en troisième position.
Pour faire de l'incident management, on est obligé de faire du risk management, puisque c'est les mêmes scénarios de risque qui, une fois se produisent, deviennent des scénarios d'incident. C'est exactement interprété de la même façon. Une fois, c'est comment prévenir, comment anticiper, comment surveiller, et par la suite, comment répondre une fois que l'incident se produit. C'est le schéma complet de la cyber-résilience. Un point important sur le dernier paragraphe, la cyber-résilience, ce n'est pas uniquement de la sécurité de l'information, mais englobe tout type de dispositif interne à la sécurité de l'information en général, la continuité des activités et des opérations, le risk management, la communication, etc. Il y a une logique à tout cela. Ça peut aller même au processus de gestion de crise par la suite. C'est comme ça qu'on devient résilient. La conformité maintenant, puisque dans le titre, il y avait également conformité. La conformité fait référence au respect des réglementations, des normes, des lois applicables, de tout ce qui nous est obligatoire et tout ce qu'on juge important, que ce soit par une réglementation, par des accords contractuels, par des politiques, en adoptant certains principes, certains standards, etc. Donc on va se conformer tout simplement aux politiques qu'on met en œuvre, et les politiques sont tenues de respecter tout ce qui est réglementation, loi applicable, contrat. Quand l'entreprise signe un contrat avec un prestataire en s'engageant sur un SLA de prestation de service de 2 heures, automatiquement, au niveau de la fonction informatique, on hérite de cette exigence de 2 heures, elle devient une exigence de cybersécurité. Cela signifie se conformer tout simplement aux lois et aux règlements. C'est exigible, c'est la priorité. La loi et la réglementation est toujours prioritaire par rapport aux autres exigences. La réglementation de la vie privée, la protection de données, on en parle de plus en plus, ça devient incontournable, ce n'est plus une option que de gérer la protection de données à caractère personnel, ce n'est plus une option que de sécuriser la vie privée de nos clients principalement, mais des tiers avec lesquels on travaille. Les normes de qualité, les normes de prestation, les normes de marché. PCDSS, c'est une norme industrielle, mais c'est aussi une norme qualité, c'est-à-dire que pour faire du business avec des cartes, avec des moyens de paiement, nous sommes tenus de garantir un minimum de qualité et bien évidemment de la sécurité à nos tiers. Les lois de propriété intellectuelle, toute l'importance est là, c'est exigible par les lois, c'est exigible par la loi, c'est exigible par les normes, etc. Et les normes et standards de politique interne. Donc au sein de l'entreprise, on peut bien adopter des exigences propres à soi-même et s'imposer certaines exigences à soi-même, une norme, un standard, etc. Ça se présente comme ça. Des exigences internes et externes, des exigences obligatoires et volontaires. Loi et réglementation qui est externe obligatoire, les normes qui sont externes mais volontaires. On adopte une norme volontairement sauf exception. Le marché peut nous obliger peut nous imposer des exigences telles qu'on a parlé du PCDSS, mais il y a d'autres référentiels de marché. Et les politiques internes, tout ce qui est applicable par la volonté du haut management de l'entreprise. Pour cela, on se base sur des référentiels. Donc, c'est des normes, c'est des standards, c'est des directives, c'est de la réglementation qui sont utilisées pour cadrer. Ça nous donne un cadre rigoureux à respecter pour se conformer, pour être résilient par rapport à ces marchés-là. Les exemples suivants qui vont suivre se basent sur une approche par les risques, tout simplement. On identifie nos risques, nos actifs, on classifie les risques, on analyse les risques, le niveau d'impact, le niveau de probabilité, on priorise et on fait des plans de traitement. C'est ce qu'on appelle les mesures préventives, réactives, etc. Se base aussi par le principe d'amélioration continue. C'est un point très important, ce point-là. Souvent, on se fixe des objectifs absolus qu'on essaye de tenir en peu de temps et ça devient des objectifs non atteignables. Le principe d'amélioration continue, c'est tout simplement de se fixer des objectifs intermédiaires et atteindre notre objectif ultime, celui qui nous est fixé, marche par marche. Donc aujourd'hui, se conformer, ce n'est pas forcément se conformer du jour au lendemain, c'est aussi être dans un processus d'amélioration continue. Un régulateur, par exemple, qui vient nous exiger une conformité,
il va surtout vérifier qu'on est dans une approche de conformité, qu'on utilise du risk management, donc on priorise notre conformité, mais qu'on est aussi dans un processus d'amélioration continue. La conformité absolue n'existe pas. On sera jamais, personne n'est conforme à 100%. Donc il faut accepter le principe d'amélioration continue. C'est le seul moyen de le faire. Ensuite, un certain temps, même quand on n'a pas les moyens, même quand on n'a pas assez de moyens, même quand on n'a pas assez de compétences, il faut toujours commencer en se fixant des objectifs tout simplement atteignables dans le temps et espérer évoluer. L'amélioration continue, c'est aussi de l'ambition. Se donner l'ambition d'atteindre son objectif à une certaine échelle. Et bien sûr, plus on avance, plus nos ambitions évoluent. Et marche après marche, on va voir venir les marches à venir. L'approche, pardon, c'est une erreur là, donc l'approche de responsabilité, c'est tout simplement que les exigences, les normes, mais également les réglementations et les directives font appel à la responsabilité de l'entreprise, donc notamment la responsabilité des managers de l'entreprise par rapport à la prise de décision. Quand on fait du risk management ici, on est tenu de prioriser sur des bases mathématiques, impact, probabilité, avec une valeur du risque, on priorise, mais on priorise tout simplement en prenant ses responsabilités. Quand on décide d'un seuil d'acceptation de risque, c'est on prend nos responsabilités en acceptant un niveau de risque considéré comme acceptable et en traitant tout ce qui ne serait pas acceptable. Et ça, c'est l'entreprise qui est accountable par rapport à ça, donc c'est le management de l'entreprise qui est responsable. En se basant sur ces approches, risk management, amélioration continue et l'approche par la responsabilité, on peut prétendre évoluer sur certains standards. Donc on va passer en revue, c'est pas assez rapide, mais c'est juste pour expliquer le principe et revoir à chaque fois le risk management, l'amélioration continue et la responsabilité. La norme ISO 27001, tout le monde connaît, c'est tout simplement les clauses de 4 à 10 qui nous mettent un socle de gouvernance de sécurité de l'information en prenant en compte le contexte dans la clause 4, en identifiant le contexte interne et externe, les enjeux, les objectifs internes et externes. C'est ce qui va nous alimenter nos politiques. En article 5, c'est tout ce qui est engagement de la direction politique de sécurité, mais aussi les rôles et responsabilités. On acte cette gouvernance bâtie sur le contexte donc, de l'article 4. En article 6, c'est tout simplement la planification, et la planification se base par du risk management. L'article 6 de la norme ISO 27001, c'est tout simplement du risk management. L'article 7, c'est les moyens. C'est les moyens, c'est le support, formation, sensibilisation, les budgets, la gestion documentaire, etc. Il y a des exigences à mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Il faut mettre en place du support pour atteindre les objectifs. À chaque fois qu'une direction vous donne des objectifs, vous devez avoir en contrepartie des moyens. Et les moyens sont imposés par l'article 7 ici. Le 8, c'est tout simplement le déploiement du cycle PDCA. C'est la mise en œuvre, ce qui a été planifié. On le sait, c'est la deuxième partie du risk management. C'est la conduite du changement. C'est l'implémentation des mesures de sécurité. Étant dans une approche d'amélioration continue, le 9, c'est tout simplement de l'évaluation, les KPI, les tableaux de bord, l'audit interne et l'engagement de la direction générale à corriger ce qui ne va pas et à améliorer le dispositif. L'article 10, c'est tout simplement le fait d'acter l'amélioration continue. On est tout simplement dans du plan do check act, on est dans de la planification de déploiement, contrôle et amélioration. C'est un cadre rigoureux. Si on veut mettre en place de la sécurité aujourd'hui, on doit s'appuyer sur des cadres rigoureux qui nous cadrent et qui empêchent des dérives par rapport à ça. Un processus de certification ISO 27001, ça peut faciliter l'atteinte des objectifs et ça impose un cadre rigoureux à soi-même, mais aussi à la direction générale, qui est censée s'être déjà engagée ici sur la mise en œuvre. En s'engageant sur la mise en œuvre, elle s'engage à fournir les moyens, mais elle s'engage à respecter aussi les règles de la norme. Deuxième partie de la norme ISO 27001, son annexe A, c'est la norme 27002, qui vient de passer de 114 mesures de sécurité en 2022 à 93 mesures de sécurité. La classification a changé, on était de A5 à A18, maintenant on est sur 4 groupes, des mesures organisationnelles, des mesures personnelles, des mesures physiques et des mesures technologiques. Vous voyez bien que les mesures, on ne parle pas uniquement de mesures techniques, on parle de gouvernance, on parle d'organisation, on parle de politique, on parle de procédure, on parle de contrôle, on parle de dispositifs complets, on parle aussi de mesures physiques. La sécurité physique, c'est le socle de base de la sécurité de systèmes d'information. On est tenu de bâtir notre sécurité sur un socle solide.
ISO 27001, c'est aussi un socle sur lequel on peut construire d'autres types de conformités. Certaines conformités exigent un socle ISO 27001. Quand on veut aller, par exemple, vers la norme ISO 27701 pour mettre en œuvre le PIMS, le Privacy Information Management System, on est tenu d'avoir un socle de sécurité sur lequel bâtir. C'est les fondations sur lesquelles bâtir d'autres référentiels. Les évolutions de la norme 2022, bon, c'est adapté au contexte, aux nouvelles visions. L'intelligence de menace, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on n'attend pas les menaces, on ne va pas détecter les menaces quand elles sont. Chez nous, on doit aller à la chasse aux menaces. C'est l'anticipation, il faut être proactif dans les menaces. De plus en plus, les solutions de détection utilisent de l'intelligence artificielle pour la détection de menaces. Et la menace, il faut la voir venir. Sécurité de l'information dans le cloud. Après, la continuité d'activité, elle devient un peu plus poussée dans cette norme-là. On parlait de continuité informatique, maintenant on parle de continuité d'activité. On ne peut pas construire un système résilient sans plan de continuité d'activité. La surveillance sécurité physique, etc. Gestion de configuration, les activités, le codage sécurisé, l'analyse de code, etc. Ça devient exigible dans la nouvelle version 2022 qui est déjà applicable pour l'instant. Un autre référentiel, c'est le NIST 853, c'est un peu l'équivalent, c'est une librairie de mesures de sécurité équivalente de la 27002. Elle est basée sur 20 familles de contrôles, un peu à l'identique de la 27002. Le NIST, c'est une réglementation américaine exigible pour l'administration américaine, qui est utilisée principalement par défaut au sein des entreprises américaines, notamment multinationales, et qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Dès qu'une entité américaine devient partenaire, on est souvent tenu de s'aligner sur ce genre de référentiel. Le NIST Cybersecurity Framework, on est passé le 24 avril dernier à la version 2, qui vient d'évoluer. C'est une librairie de mesures de sécurité également, basée principalement sur des mesures de cybersécurité technique. Là, on est sur de la technologie pour mettre en place un programme de cybersécurité. L'évolution, maintenant, c'est la gouvernance. On a rajouté une nouvelle couche de gouvernance, c'est les fondations de la cybersécurité. Ça ne sert à rien d'aller acheter un équipement, le configurer, le travailler. Il faut construire une gouvernance, il faut qu'il y ait quelque chose de solide pour le tenir. Le RGPD, protection de données, c'est l'exemple en Europe, mais on retrouve d'autres réglementations applicables, de plus en plus exigibles. Et là, derrière, il y a de fortes pénalités. Je ne vais pas trop insister sur cela. Je suis un peu en retard. Je vous remercie. Nous sommes au stand B68. Merci Ahmed, merci à toute l'équipe d'organisation. Merci Rabah Hashishi.